Alors, les documents diffusés sur le site web, comme l'a bien expliqué Sylvie, il y a des choix à faire. Certains organismes ils décident de diffuser, par exemple, des communiqués de presse, ils vont les convertir en PDF, ils vont les diffuser en ligne. Il y a d'autres types aussi de documents qu'on va retrouver dans d'autres formats qui sont diffusés sur le site web. Ici, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on garde le format original ou est-ce qu'on le détruit? Si on le détruit, obligatoirement, on doit songer à capturer de nouveau les contenus qui ont été diffusés sur le site web. Aussi, certains documents qui sont convertis en PDF ou d'autres formats, on les retrouve dans d'autres formats, sur les bureaux. Mais il y a un changement, on essaie de créer des documents publics. Donc même au niveau de la forme, il y a certains changements qu'on devrait préserver également. Et bien sûr, un site web, c'est aussi un projet. Donc il y a toute une équipe qui travaille sur le site web. Il y a des choix à faire sur le plan ergonomique, sur le plan du contenu, au niveau de l'accessibilité du site web, et des normes à respecter. Donc il y a tout le projet site web, le dossier du projet site web qu'on devrait archiver. Donc ici, je vous montre juste vous expliquer que ici en Tunisie, tous les ministères ils sont dotés d'un site web public. Des fois, on a un site web officiel et aussi des sites événementiels. Donc, on crée des sous-sites ou des mini-sites pour certaines occasions. Le problème, c'est qu'on ne retrouve que la version actuelle. Donc, je copie l'adresse URL et je vais essayer de chercher des archives de l'ancienne version sur Internet Archive, je retombe dans la version actuelle. Donc ici, il y a deux problèmes. Un problème de format, de choix technologique, c'est-à-dire que nos sites, malheureusement, ils tombent dans une trappe, ce qu'on appelle une trappe. Donc les logiciels d'archivage, ils n'arrivent pas à les moissonner. Et de deux, nous, à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a essayé de préserver ces archives ou pas? Je ne crois pas parce que même en ligne, on ne trouve pas archives en ligne. Donc, il n'y a même pas cette rubrique-là, alors que les CLS actuels, ils nous permettent de créer cette rubrique d'archives en ligne. Et si une liste, elle n'est pas très exhaustive, donc des projets d'archivage d'Internet, donc des projets auxquels collaborent des archives nationales et des bibliothèques nationales. Je vais mettre l'accent sur les initiatives qui visent la collecte du web gouvernemental. Donc ici, je vous montre le site archivesgouvernement.fr. Donc il s'agit des archives du web gouvernemental français. Et donc vous voyez, les collectes, elles ont commencé dès le début, je dirais même du web. On a des sites qui sont archivés dès 1996 jusqu'à la version la plus récente. Et donc je vous montre ici un exemple d'archive. Ça ne diffère pas de la version en ligne. On ajoute tout simplement une simple étiquette pour désigner qu'il s'agit d'une archive. La même chose avec le portail de la fonction publique. Donc on distingue, vous avez du mal à distinguer des fois la version en ligne de la version archivée. Pour ça, il y a une solution. Donc, il y a la norme loi qui permet d'ajouter une balise, une forme d'entête. Ici, on ne la voit pas parce que c'est un logiciel maison qu'on utilise pour éditer les archives web. Mais normalement, en utilisant la norme loi, on a toute une balise qui va se greffer à l'entête du site web pour dire que c'est une version archivée à telle date. Donc, d'autres exemples d'archives web, ici les archives web du gouvernement du Canada, celles du Royaume-Uni. Et donc, pour vous donner une idée sur qu'est-ce qu'on veut dire par archive web ou un portrait web, ici, donc si je clique sur une date, je vais voyager dans le temps et je vais revisualiser le site web tel qu'il a été capturé à cet instant-là. Donc même au niveau de ces portraits web, les choses évoluent. Donc c'est une très ancienne version des calendriers de capture. Donc on voit la version la plus récente. Et vous voyez ici au niveau de ce bandeau, donc même en archivant le site web, on va apprendre davantage
sur l'évolution de notre site. Donc ici, si je reviens à ce site web-là, je peux dire il y a quelque chose qui s'est passé entre 2005 et 2006. Peut-être qu'il y a eu un changement, peut-être un nouveau dossier il a été traité sur ce site web-là, ou tout simplement il y a eu une refonte majeure, parce que les logiciels moissonneurs, ils vont détecter chaque fois qu'il y a une modification ou une mise à jour qui touche le site web, ils vont aller chercher donc une nouvelle version. Donc ça permet aussi d'étudier, c'est un outil pour étudier les sites web. Alors quand les archives nationales surtout ne souhaitent pas archiver les sites web, des fois par manque de ressources, des fois parce que c'est pas aussi sa responsabilité première, c'est aux institutions qui créent des archives web d'archiver leur site web. Donc à ce moment-là, certaines archives web ont décidé d'offrir des guidelines, des recommandations, des conseils, comment faire la chose. Et donc ici, je vous réfère donc au site web du gouvernement australien. Donc on trouve une panoplie d'outils pour aider les institutions gouvernementales à créer des sites web qui respectent certaines normes pour ne pas avoir de problèmes par la suite pour archiver le site web, et de faciliter l'installation de certains outils pour les aider à archiver leur site web. Donc ici un autre exemple, le congrès. Un exemple de page web préparée par le NARA, les archives nationales des États-Unis, où on voit un ensemble de ressources qui est mis à la disposition des institutions gouvernementales pour faciliter leur archivage, y compris un calendrier de conservation. Donc des exemples de règles de conservation pour définir à quel moment faut-il capturer le site web, combien de fois, dans quel format, etc. Alors, ici un exemple, comment gérer le site web dès le moment de sa création pour faciliter son archivage. Et bien sûr, il y a le consortium international pour la préservation d'Internet. Donc vous allez me dire, tout ça c'est bon, on va consulter les sites web, on va se renseigner, on va apprendre comment faire la chose, mais techniquement comment on peut le faire. Le consortium international pour la préservation d'Internet offre un ensemble d'outils pour faciliter l'archivage des sites web. Donc c'est des outils en open source qu'on peut télécharger, les installer et commencer à faire de l'archivage web. Il y a aussi certains outils tout simples. Tout dépend, comme je vous ai dit, du degré de complexité de site web. Sur Firefox, le navigateur Firefox, il y a un module qu'on pourrait installer qui s'appelle Scrapbook, mais pour faire un archivage très simple. Donc peut-être faire un essai avec cet outil avant de passer avec des outils plus compliqués sur le plan technologique. Donc, la fameuse interface d'Internet Archive, ici, il suffit, le seul mode de recherche, en fait, le plus performant, c'est de copier une adresse URL, de la soumettre à la Wayback Machine et essayer de visualiser par la suite les captures qui ont été faites. Ici, c'est Internet Archive qui réalise ces captures. Donc, c'est un paramétrage qui ne répond pas nécessairement aux besoins organisationnels. Je risque de trouver une archive ou des archives de certains sites web ministériels en Tunisie, mais ça ne veut pas dire que le moissonnage du site a été effectué au bon moment. Et est-ce qu'on peut visualiser le contenu en entier? Donc des fois, il y a certaines images manquantes, certaines vidéos qui ne sont pas visibles, ou encore, il nous demande d'installer le logiciel carrément pour permettre la visualisation de certains contenus. Encore 5 minutes, ça va. Donc, pour résumer, alors, comment on a traité cette problématique? Alors, soit on opérationnalise des modes déjà existants, donc le dépôt légal,
pour les bibliothèques nationales, l'exemple de la Bibliothèque nationale de France, par exemple, où on impose le dépôt légal des sites web. Mais ce n'est pas aux institutions de déposer leur site web, c'est une autorisation à la Bibliothèque nationale pour procéder à l'archivage à distance des sites web français. Donc toute la problématique des droits d'auteur se pose dans ce cas-là. Et un des choix de la Bibliothèque nationale de France est de ne pas offrir accès en ligne à ces archives web. Donc ces archives web sont consultables uniquement sur place et sur une demande justifiée. Alors, deuxième façon de faire, c'est de se répartir donc, la tâche ou la responsabilité de l'archivage du web, soit selon la nature des contenus ou le niveau ou les compétences. Alors, je reviens toujours à l'exemple français qui est plus proche de nous. Donc, la Bibliothèque nationale a décidé de se répartir cette tâche avec l'Institut national de l'audiovisuel. Donc, la Bibliothèque nationale, elle va aller chercher tout le contenu web public, donc des sites web, et l'INA va aller chercher tout le web média, donc tout ce qui est télévision en ligne, radio en ligne, donc émissions radiophoniques ou télévisées. Au niveau donc, des compétences, si je reviens à l'expérience du Royaume-Uni, donc comme il fonctionne en mode très décentralisé, donc ce sont l'ensemble des bibliothèques provinciales qui travaillent en collaboration, elles vont être responsables de l'archivage d'un territoire donné. Par exemple, tout ce qui est médical, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est public, tout ce qui est artistique. Donc ils vont se répartir les tâches selon la nature du contenu. Si je prends aussi l'exemple de la Library of Congress, donc la bibliothèque du Congrès, donc elle va archiver par exemple des blogs, et ce qu'on appelle des law blogs, donc des blogs dans le domaine du droit, parce que la bibliothèque, il y avait des demandes, donc certains besoins informationnels, donc sa clientèle a exigé donc, la présence de ce type de contenu dans la bibliothèque. Donc ça complète les collections existantes. Et au niveau donc, de la répartition de cette responsabilité selon les compétences techniques et les moyens technologiques, donc on peut tout simplement passer par l'externalisation de l'archivage ou tout simplement collaborer avec Internet Archive. Donc Internet Archive, elle offre donc, son service aux institutions qui le suivent. Et non seulement pour archiver donc, des sites web, mais aussi des réseaux sociaux. Donc elle a tous des API pour archiver des pages Facebook, pour archiver les tweets, et aussi tout ce qu'on met sur YouTube ou autres plateformes de diffusion des séquences vidéo. Alors au niveau des approches d'archivage, donc on peut trouver différentes approches d'archivage, donc de l'archivage intégral, donc ce que fait Internet Archive, donc on va aller moissonner tout ce qui est public sur le web. C'est bien, mais ça crée des collections avec beaucoup de trous. Donc, comme c'est un archivage de surface, on ne peut pas aller donc rapatrier certains types de contenus. L'approche exhaustive, donc ici c'est plus à l'échelle nationale, où des archives nationales ou des bibliothèques nationales, elles vont décider donc d'aller chercher le contenu du web national, le point .fr, le point .tl par exemple. Ici c'est une répartition au niveau des tâches, soit c'est la bibliothèque nationale qui prend en charge ce travail, ou alors les archives nationales. L'approche sélective vise surtout à aller chercher un contenu bien particulier sur le web. L'exemple du web électoral. Donc, au Québec, par exemple, ils ont tenté d'archiver tout ce qui a été publié pendant, avant et après les campagnes électorales. Aux États-Unis, ils ont archivé les sites web pendant les sites web gouvernementaux et les sites web des partis politiques durant les périodes électorales. L'approche mixte, c'est l'approche adoptée par la France, donc ils vont aller
chercher un contenu exhaustif sur le web et par la suite ils vont procéder à la sélection des contenus qui intéresseraient les Français. Donc c'est toute une équipe de bibliothécaires et de veilleurs qui travaillent là-dessus. Ils vont donc, ils ont défini une politique de développement des collections web et ils les mettent à jour assez souvent. Donc ça dépend des nouveaux contenus qu'on voit naître sur les web ou alors ce qui a été documenté sur le web. Ils ont créé d'ailleurs une collection qui s'appelle le web adolescent. Donc ils sont allés chercher des sites web développés par des adolescents par exemple. Au niveau des techniques de collecte, donc 3 principales techniques, soit donc un archivage à distance. Donc depuis cette machine-là, on peut paramétrer un logiciel moissonneur, lui indiquer des URL à niveau de profondeur. Sylvie tout à l'heure, il a évoqué ce point. Donc, soit on va rester au niveau 0, donc on va aller chercher uniquement les pages d'accueil, ou alors définir un certain niveau de profondeur, niveau 1, 2, 3. Cet archivage à distance donc, ne permet pas aussi d'aller chercher tous les contenus, donc, ou certaines fonctionnalités offertes sur le site web. Donc des fois, on va avoir une archive web, mais si on tente d'utiliser le moteur de recherche, le moteur de recherche n'est pas fonctionnel. Si on essaie d'aller dans les archives en ligne, si on clique sur une date pour récupérer d'anciennes publications, ça ne peut pas des fois marcher. Donc l'archivage le plus recommandé, c'est l'archivage côté serveur. Puisque si on se met du côté des ministères ou du gouvernement tunisien, c'est lui qui maîtrise les contenus et là ses propres fichiers. À ce moment-là, on pourrait aller gérer directement donc, ce répertoire web. L'archivage des transactions s'avère aussi nécessaire lorsque un client, un partenaire ou un citoyen il est en train d'utiliser une plateforme ou un service en ligne, il va créer certains documents. Donc à ce moment-là, il faut garder la trace de cette transaction ou les outputs de cette transaction. Et il y a toujours des logiciels qui peuvent être paramétrés pour capturer ces documents. Alors, le produit final, donc c'est des portraits donc, qui sont générés à des instants T. Reste maintenant, est-ce qu'on aura besoin de l'ensemble de ces portraits? Donc une politique d'archivage d'un site web doit être révisée à la lumière des objectifs du site et à la lumière aussi des usages qu'on va faire de ces archives web. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau technique, nous disposons d'une myriade de solutions techniques pour pouvoir capturer ces sites web. Et ici, je vous ai mis certaines de ces applications. Au niveau du moissonnage, donc la collecte ou la capture des documents, leur stockage et maintenance, ou encore leur indexation et la possibilité de faire des recherches dans les archives publiques. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure du format Word, donc le format dans lequel on encapsule donc les archives web. C'est une norme, la norme ISO 28500, et ça permet de créer un format où on peut encapsuler l'ensemble des pages d'un site. Donc grosso modo, c'est ça la problématique. Donc sur le plan technique, il y a des solutions. Reste maintenant à réfléchir sur quoi conserver et comment conserver. Quels sont les acteurs qui devraient être impliqués dans ce processus d'archivage? Et c'est un peu l'objectif de notre table ronde. Donc on a essayé d'inviter les acteurs qui nous semblent, qui doivent agir en urgence là, pour préserver ces contenus. Donc on a essayé d'inviter certains représentants qui devraient être impliqués dans l'archivage du web gouvernemental en Tunisie et nous souhaitons tout à l'heure débattre de l'ensemble de ces questions. Merci. Bonjour, merci pour l'organisation de cette journée d'études très importante. Merci aussi à
pour son exposé très clair. Alors, c'est plus une recommandation, une question, une remarque. D'abord, j'aimerais rappeler la loi organique concernant le dépôt légal. Et cette loi de 2015, donc la plus récente, c'est une loi cette loi évoque, mais d'une manière assez vague, le dépôt légal des sites web et des documents numériques, en parlant des tâches de la Bibliothèque nationale. Mais moi, je me dis qu'il faut que les archives nationales, la Bibliothèque nationale et toutes les institutions patrimoniales œuvrent ensemble pour mettre en place les textes d'application de cette loi. Parce que à la Bibliothèque nationale, depuis 2016, nous avons procédé. C'était pour nous une manière d'appliquer cette loi, qui n'était pas claire, en fait. Nous avons procédé à une sorte de moissonnage du web et nous avons opté pour l'archivage des articles d'opinion et des statuts Facebook et aussi peut-être les tweets aussi et les blogs. Faisal Haldi, qui vous en parlera tout à l'heure, il parlera aussi en présence de Mme Benjouster, directrice des collections de l'ABN. Donc nous avons cette expérience, mais je pense qu'elle est très limitée et que nous avons besoin justement d'un partage des tâches avec les archives nationales. Parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que les moyens manquent. Nous avons des baies de stockage, nous essayons de faire les choses selon les standards internationaux, mais nous manquons des moyens. Et moi, je propose alors la recommandation est la suivante, c'est qu'il y ait une réunion avec les archives nationales et l'Institut supérieur de documentation, parce que nous avons besoin de votre expertise et de votre... nous avons besoin de formation aussi. Donc, on se réunit pour réfléchir ensemble et pour organiser un colloque de 2 ou 3 jours, un colloque international au cours de l'année 2019. Voilà ce que je propose. Sur la même question, l'archivage du web. Donc là, on est un peu justement contraint à terminer justement cette séance pour pouvoir par la suite entamer la deuxième séance qui sera consacrée à la table ronde. Et je pense que ce sera vraiment une occasion pour approfondir certaines questions qui mériteraient plus de réflexion et surtout plus de vision stratégique et de solutions techniques. Donc, je voulais juste dire que je souscris tout à fait à la recommandation de l'AG et qu'il est tout à fait nécessaire, maintenant que les ponts sont jetés entre les responsables professionnels des institutions professionnelles et les ISD en tant que justement vecteur pas seulement de l'enseignement mais aussi de la recherche, et c'est cet aspect-là qui nous intéresse le plus. Donc de fait, il faudrait qu'on puisse étudier justement la possibilité d'organiser donc un colloque international qui puisse faire appel à la fois aux chercheurs et aux experts pour qu'il y ait en même temps réflexion, mais aussi vision de stratégie, de solutions essentiellement techniques. Voilà, merci. Pour commencer Abdullah Khader, sous-directeur de l'archivage électronique et audiovisuel des archives nationales. La préoccupation première, c'est éviter un Alzheimer numérique, d'abord. C'est-à-dire renforcer la mémoire en tant que devoir, d'abord,
institutionnelle, renforcer la mémoire des institutions, la garder, la sauvegarder et la propager au maximum. Pérenniser peut-être, vu nos moyens largement dépassés par les nouvelles technologies et par la frénésie technologique, surtout dans le domaine numérique, mais on doit faire quand même de telle sorte à freiner le flux d'amnésie qui nous frappe chaque jour, avec une création, une génération de données et d'informations au niveau dans le monde virtuel et dans l'aspect institutionnel surtout. Je ne vous cache pas la situation des sites web publics très aléatoire. Ça dépend de chaque ministère, le degré d'investissement, le degré de mise à jour. Parfois, il s'agit de portables, comme vous le savez, avec des bases de données disponibles, plus ou moins disponibles. Et dans d'autres cas, il s'agit de simples pages web consultables donc de temps en temps, vu les moyens de plus en plus dérisoires du secteur public pour mettre à la disposition des citoyens, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, une information fiable et exploitable. Donc notre souci général, comme a été exprimé dans la séance précédente, c'est se prémunir contre une amnésie numérique. L'amnésie numérique, c'est... Excusez-moi, j'ai été obligé. Notre présenter la journée, ça a été fait. Je parle à tout le monde, mais pas uniquement à vous. Ce qui compte pour moi le plus, c'est chacun peut me dire où il a mal et comment il peut trouver un remède. Si ce n'est pas lui qui a ce remède à cause de ces sites, pourquoi ces sites font mal? Gouvernementaux. Vous avez compris. Donc, je préfère qu'on parle chacun de vous de son côté. Moi-même, je parlerai après. Tout le monde en essaie pour essayer d'avoir une discussion logique et on va classifier les mots après, du plus important ou du moins important. Parce qu'il y a des fois, on sent qu'on a mal et ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion. Ok? Donc, par souci d'efficacité, mon souci principal, c'est s'acharner à pérenniser une information pertinente, ce qui n'est pas toujours le cas des sites web publics et institutionnels en Tunisie, malheureusement. Ok, donc la pérennisation. La pérennisation d'une information pertinente. Si on pérennise une information qui n'est pas pertinente, à quoi ça sert qu'on s'acharne? Monsieur, c'est bon. عسلامة فيكم نظرا للوقت نقدم بسرعة الوظيفة تاعي. الحقيقة نقدم أنا مشاركة يعني محاولة أرشفة الويب قمت بها المكتبة دار الكتب الوطنية كمثال عمل بدائل لمثال يعني مشروع نجم نقولوا جنيني في بداياته محتاجين الايام هذه والتكوين هذا باش نتعمقوا فيه ونتعرفوا اكثر على الاليات. دار الكتب الوطنيه الهيكله الجديده من دار الكتب الوطنيه عندنا اداره العالميه والموارد الرقميه تفرع عليها الاداره الفرعيه للموارد الرقميه اللي بيدها حدثت المصلحه هذه مصلحه المكتبه الافتراضيه والتوزيع على الموارد الالكترونيه اللي هي كانت مجرد خليه مكلفه بحصاد الويب. هذا يعني السيت نتاع المكتبه هو نتاع المكتبه. باش نحكي بصفه خاصه على الحصاد الرقمي المبين. هي مبادره يعني من المكتبه الوطنيه لارشفه الويب. حبينا نعرف المصطلح هو حفظ ذاكره الانترنت. يعرفها زاد تعرف مؤسسه الارشيف الوطني البريطاني انها ارشفه الويب هي عمليه جمع المواقع والمعلومات التي تتضمنها شبكه الويب العالميه وحفظها ضمن ارشيف، يعني هي عمليه تجميع وعمليه حفظ. لماذا الحاجه الى تنزيل الوثائق الرقميه وحفظها؟ لسببين: تغير الممارسه المعلوماتيه، ضخامه المحتوى الذي يتزايد يعني
كل ثانية، وتسارع وتيرة الطلب على المعلومات التي يحتويها الويب، واحتكار الشبكة للمعلومة. يعني نقصد المعلومات أصبحت موجودة على شبكة الويب أكثر منها على المحمول الورقي. أيضا السبب الثاني هو اللي يحفظ هذا التراث الرقمي. يعني المعلومات الرقمية الواردة على شبكة الويب هي تمثل تراثا رقميا. خلينا المقولة هذه لبروسبر كادي، أحد المؤسسين في منظمة أرشيف الإنترنت، موجودة من منتصف التسعينات، يقول في عبارة يعني معبرة: من السهل على أي شخص أن يأتي بخادم ويب ويضعه في جهاز الكمبيوتر ويديره للعالم، يمكن حدوث ذلك بشكل سهل جدا، ولكنه هش جدا لأن أي خطأ تقني بالتجهيزات قد يؤدي إلى اختفاء هذا الموقع بما يحتويه. هذا السبب الرئيسي لما تحدث هنا على أرشفة الويب. مسار عملية أرشفة الويب هي تبدأ بالاختيار، اختيار المواد التي ننوي أرشفتها رقميا، تخزينها، حفظها، وإتاحتها. في دار الكتب الوطنية عملنا بالنسبة للاختيار، اخترنا يعني شبكات أرشفة واختيار مواد من الشبكات الاجتماعية، سوسيو، مواقع إخبارية، صحف إلكترونية، مدونات، ومحركات بحث. مثلا باش نعطي أمثلة لتبسيط الموضوع، أمثلة من العمل اللي قمنا به على امتداد سنة كاملة، يعني في بدايات والمرحلة التجريبية. مثلا الكاريكاتير، يعني أرشفنا لقرابة 20 رسام كاريكاتير أعمالهم بشكل يومي. يعني الأعمال الصادرة لهم في الصحف الإلكترونية التي ينشرون فيها رسومهم أو على صفحات الفيسبوك الشخصية، قمنا بتجميع هذه الرسومات وأرشفها. المدونات أيضا عملنا على أرشفة المدونات. هنا أريد أن أشير أنه يعني من حسن الحظ لهذه المصلحة الجديدة اللي كانت خالية، أنه تزامنت مع إنجاز وبداية إنجاز المشروع الذي يتحدث عنه سيادي وشاركت فيه المؤسسات الوطنية، من بينها المكتبة الوطنية، وهو أرشفة الوثائق الرقمية للثورة التونسية. كان دورنا في دار الكتب الوطنية هي تجميع المقالات الواردة في المدونات لبلوج. عملنا على عدد 33 مدونة، جمعنا المقالات فيها الممتدة في فترة 29 يوم المعنية بالتجميع في فترة الثورة. هذا مثال مثلا من مدونة، مثال هنا عندنا مدونة دينا بن مهني، جمعنا المقالات يعني المحدودة في هذا التاريخ. المنشورات الفيسبوكية، المنشورات الفيسبوكية نجم نحطها على صنفين، وهي الصفحات العامة والحسابات الشخصية. هوني في الحسابات الشخصية يعني فما برشا كلام مش نقولوهم بعد، خصوصي على الحقوق. الفيسبوك قلنا الصفحات، عملنا على الصفحات. هذا مثال من طريقة تجميعنا، يعني نقوم بتنزيل هذه المنشورات بوصفهم تاع الفيسبوك، تنزيلهم عن طريق يعني طبعهم PDF وتجميعهم بشكل يومي. هذا عملنا اليومي بخلاف العمل اللي امتد على فترة أيام الثورة. عملنا أيضا على الحسابات الشخصية، حسابات شخصية لمدونين، صحفيين، فنانين، رياضيين، يعني اخترنا من كافة المجالات والميادين. يمكن هنا طرح سؤال: لماذا اعتمدنا أسماء دون أخرى أو صفحات أو مدونات دون أخرى؟ اعتمدنا على عاملين. اعتمدنا على الإحصائيات التي ينشرها محرك البحث جوجل من ناحية عدد المتابعين مثلا، انتشار المحتوى، واعتمدنا أيضا على تأثير هذه الشخصية في الرأي العام، لأن عملنا على المجال الوطني، يعني في حدود تونس، يعني في المجال الوطني اخترنا مدونين وفيسبوكيين تونسيين. هذا مثال من المنشورات الفيسبوكية. قمنا أيضا هذه السنة باعتماد العمل على تغريدات تويتر. قمنا بدأنا بتجميع تغريدات تويتر لعدد
معين من الناشطين على تويتر. بدأنا بالفيسبوك لأن الفيسبوك كما نعلم فكرة متداولة، ورغم أنها صحيحة يعني أنه المغرب العربي مثلا يعتمد الفيسبوك أكثر من الشرق. تويتر يعني في الشرق نجده أكثر، لكن تويتر كان مثلا متواجد عملوا عليه بكثرة خاصة في فترة الثورة وما بعدها. هذا يعني مثال من تغريدات تويتر التي قمنا بتجميعها في فترة الثورة، وأصبحنا نجمعها يوميا يعني حاليا. التغريدات توالدة حاليا. جمعنا أيضا رسوم الجرافيتي. رسوم الجرافيتي هوني فما إشكالية مثلا في ما نقولش عنده جددان الجرافيتي. الجرافيتي تاريخ له، لا يمكن تحديد تاريخه، لا يحكم تحديد من قام بهذا الرسم، لكنه هام جدا يعني يعبر عن مرحله، يعبر عن حدث، يعبر عن تطلع، عن قمنا ايضا بتجميع رسوم كاريكاتوريه يعني جداريه. الشعارات نقصد فيها السلوغان التي نجدها مثلا في المسيرات، في التظاهرات، في المظاهرات التي ترفع في عديد الاحداث. هذه امثله من الشعارات لانها يعني معبره وصالحه ومفيده يعني للدراسه التاريخيه والتوثيقيه. المعلقات هنا نقصد ليزافيش يعني التي تصدر في مناسبات معينه، احداث معينه، ملتقيات معينه، تظاهرات معينه. هذا نوع من الافيش. الافيش يعني فيه فما دراسه اجتماعيه، دراسه فنيه، يعني يمكن دراسه الافيش من عديد الجوانب. الصور هنا ايضا قمنا بتجميع عديد الصور. قسمنا الصور هنا ل يعني لبان، مثلا صور ما تهم السياسه، ما تهم المجتمع، ما تهم الرياضه، احداث معينه، شخصيات، رسوم. ايضا قمنا بتجميع في فتره الثوره الكوميونيكيت، البيانات الحزبيه، بيانات الجمعيات، بيانات المنظمات الاصليه، يعني البيانات الاصليه ليست مكتوبه يعني في صورتها الاصليه. هنا في صوره يعني الصوره الاصليه هي صوره معناها جيباج، معناها صوره مش نص PDF. قمنا بتجميعها. الحوسه هي اننا العمل اللي قمنا به هو حصر في منشورات فيسبوك، تغريدات تويتر، التدوينات، الكاريكاتير، مقالات الراي. مقالات الراي هذه اخذناها كما قلنا من صحف الكترونيه ومواقع. بعض الاحصائيات عن العمل اللي قمنا به، ما نتابعه حاليا في بدايه سنه 2018 مثلا. عندنا 54 حساب فيسبوك، 20 حساب تويتر، 33 مدونة، و12 موقع اخباري او صحيفه الكترونيه. بعض الارقام عن الوثائق المؤرشفه الالكترونيه في سنه 2017 بما مجموعه جمعنا 15456 وثيقه. 15456 وثيقه وقع تجميعها ملاحظه هنا ليس عن طريق برنامج الكتروني، يعني نجم نقول انه عمل يدوي، يعني بالوثيقه بالتغريده بالمنشور معنا. لم نعمل ببرنامج، يعني لما قمنا العمل جمعنا 15456 وثيقه. وثائق الأرشفة الرقمية التي شارك فيها دار الكتب الوطنية في معرض الثورة قمنا بتجميع 6228 وثيقة بين منشورات وصور وفيديوهات وجرافيتي ديكومينيكي وغيرها. هذا باختصار شديد العمل الذي قمنا به. أود أن أشير إلى بعض الإشكاليات التي اعترضتنا وما وجدناها. أولا أنه الحاجة الأكيدة إلى الاعتناء بهذا المجال وتطويره ودعمه بشريا وماديا. الحاجة إلى التكوين في هذا البرنامج سواء للعاملين أو للطلبة. الدعم يعني هذه المشروع الأرشفة الرقمية والتوثيق الرقمي يحتاج إلى دعم مادي كبير للعمل بصفة احترافية، لأنه قمنا بهذا العمل لا يمكن المواصلة بهذه الطريقة. إذا أردنا يعني جمع أقصى ما يمكن من المعلومات والوثائق يجب العمل بطريقة احترافية. التحيين أيضا مشكلة التحيين.
يعني هذا زاد يمكننا من العمل عن طريق البرامج. الجانب القانوني ايضا في الاتاحه الحره، الجانب القانوني يجب توضيحه رغم يعني القانون عدد 37 ل 2015. هذا ما أردت قوله حول دور محاولة، يعني هذه المحاولة تمام تهدر الكتب الوطنية بعد هذه الخلية وتحويلها إلى مصلحة. ونريد كما قدمنا هذا العمل نريد أن نستفيد أكثر من هذا اليوم الدراسي وأن نطور هذا المشروع. وشكرا على الانتباه. Merci beaucoup. Je remercie tous les organisateurs de cet événement. Donc je vais essayer d'être brève et de présenter les activités de l'unité de l'administration électronique dans le domaine des sites web du gouvernement, donc et le suivi des sites web du gouvernement. Donc peut-être on va commencer par un petit historique. Donc un bref historique de l'émergence de ces sites web du gouvernement. Donc bien sûr, on connaît que les années 70 et les années 80, c'est l'introduction de l'informatique dans l'administration. Puis, donc, les grandes applications de l'État. Dans les années 99-2004, donc l'administration s'ouvre sur Internet et on voit la naissance des premiers sites web publics. Ensuite, donc, les premiers services en ligne, entre 2004 et 2009. Après, entre 2009-2014, donc, l'unité d'administration électronique a essayé d'élaborer la première feuille de route de l'e-government, donc une stratégie de l'administration électronique, une stratégie nationale. Puis, depuis donc, 2016, on a élaboré la nouvelle stratégie de l'administration électronique qui est le SmartGov 2020. Donc, la phase préliminaire donc, pour l'administration, c'est l'évolution donc, a eu pour prémisse l'émergence depuis les années 80, donc les premiers chantiers de dématérialisation des processus administratifs, et ce à travers donc l'introduction de l'informatique au sein de l'administration publique. L'informatisation qui se traduit par une création de plusieurs applications informatiques. Donc ici, donc, on voit aussi la phase d'information, c'est-à-dire la première génération des sites web donc, publics, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le fait que l'administration se trouve devant l'obligation de s'introduire et de s'ouvrir sur Internet. Donc, et tous les ministères ont été obligés de développer des sites web gouvernementaux. Donc. Quelques exemples donc, des sites web du gouvernement. Donc, si on parle des sites web du gouvernement, donc, cela signifie le portail du gouvernement tunisien, donc, qui est le portail fédérateur de tous les sites web. Et il y a les portails donc, sectoriels, le ministère de l'équipement, de l'environnement, la santé. Donc, tous les ministères sont obligés à s'ouvrir sur l'Internet et d'assurer au moins ce qu'on appelle la présence sur le web. Donc, parce que dans les rapports internationaux, comme par exemple l'UNDESA, donc l'United Nations E-Government Survey, donc on prend en considération cette présence sur le web. Donc, il contrôle le fait que, par exemple, le ministère des Affaires sociales, ou la santé, ou l'environnement a réellement dans ce pays donc, un site web. Donc, ce sont parmi les critères d'évolution et d'évaluation de l'état de l'administration électronique dans un pays. Donc, après la phase d'information, donc le fait d'assurer la présence sur le web, donc à travers les différents ministères, on évolue vers la phase d'interaction. Donc, et ici, on voit la deuxième génération des sites web publics. Donc, à travers quoi cette deuxième génération? C'est le développement des sites web publics sectoriels, comme je vous ai dit, donc santé, enseignement supérieur, éducation, industrie, par exemple. Et le développement du portail d'administration, c'est le premier portail, donc Baweba. Et ici, je vois vraiment l'importance du fait de l'archivage du site web, parce que personnellement, je n'ai pas vu la version initiale de Baweba, donc .tn. Ça aurait dû peut-être être archivé, au moins même pour présenter un tel historique de l'administration électronique. Donc c'est un point très important, le fait d'assurer cet archivage des sites web gouvernementaux. Donc, la phase d'après, pardon. Donc, si on parle de ce phasage, donc le fait que l'administration s'ouvre sur Internet, elle essaye d'assurer cette présence donc, sur le web à travers des sites informationnels. Les sites évoluent vers des sites un peu interactifs, puis vers des sites transactionnels. Donc, on parle parfois de sites pas seulement institutionnels qui donnent l'information qui concerne par exemple le ministère ou les prérogatives du ministère, mais le site évolue vers des sites transactionnels dans lesquels par exemple on voit des paiements en ligne, par exemple les sites d'inscription universitaire, les sites d'orientation en ligne. Donc un site dans lequel il y a une transaction entre le citoyen
et le gouvernement ou la structure publique qui a développé ce service ou ce site. Déjà ici, peut-être on ne doit pas faire la confusion entre un site web et un service. Donc il y a le site web, donc ce sont le nombre de pages qu'on développe et qu'on met dedans de contenu qui concerne l'institution, la structure publique, et il y a les services qu'on développe. C'est un service proprement dit, c'est une dématérialisation des procédures de l'administration qu'on offre à travers un service en ligne, à travers un front office et un back office qui doit être développé pour assurer un service intégré aux citoyens. La phase après, c'est la phase d'intégration, donc on trouve dedans les services administratifs intégrés. Donc, comme par exemple l'application Madani, qui est plutôt un système Madani, donc c'est un système government to government, c'est un système qui relie les administrations et plus spécifiquement donc les municipalités pour offrir un service intégré qui est le fait de donner l'extrait de naissance de façon électronique. Donc, et c'est intégré, c'est-à-dire que toutes les administrations sont liées. Par exemple, je peux prendre mon extrait de naissance, je ne dois pas me déplacer à par exemple, le gouvernorat que je suis originaire, mais je peux prendre l'extrait de n'importe quelle place en Tunisie. Oui, c'est ça, même à l'étranger. Donc, par la suite, on a aussi les services administratifs donc, intégrés et on parle de la phase d'intégration des sites web publics ou des services intégrés. Voilà, pour être donc rapide, une petite schématisation donc, des différentes phases de l'évolution de ces sites web, avec aussi le cadre juridique, bien sûr, qui accompagne. Par la suite, on a les nouvelles générations des portails. Donc, on a le portail du gouvernement tunisien, que Mme Aïda a déjà énoncé le matin. On a les portails, par exemple, de données ouvertes, les portails de participation publique. Aussi, la plateforme ePeople pour tout ce qui est gestion des réclamations. Et par exemple, le TUNEPS, donc le portail des achats publics. Mais ce qui est important, c'est que l'unité d'administration électronique procède depuis sa création à cette évaluation des sites web publics. Mais comment donc l'évaluation des sites web publics se fait? À travers une grille d'évaluation. La grille d'évaluation est élaborée à l'unité depuis 2010, mais à chaque fois on essaye de mettre à jour cette grille d'évaluation pour qu'elle soit au moins mise à jour. Donc on ajoute des critères, on élimine des critères, mais au total elle contient 140 critères et 13 familles de critères. Donc l'objectif de l'évaluation des sites web publics, c'est quoi en fait? C'est de déceler les défaillances au niveau des différents critères liés au développement des sites web publics, donc l'accessibilité, la visibilité, inciter les ministères à adapter leurs sites web aux besoins des citoyens et être conformes aux standards internationaux et fournir aux citoyens des informations utiles et des outils participatifs. Donc rapidement, quelles sont les 13 familles de critères? Donc on a la visibilité, l'identification, l'utilisabilité web, la charte graphique et le design, l'intégration, le contenu, les choix techniques et technologiques, les outils de participation électronique, les usages sociaux, les services et les services, sécurité et vie privée, accessibilité, accès à l'information et audience du site. Donc les familles de critères, ce sont les critères qui sont contenus dans la grille d'évaluation des sites web et qui doivent être garantis, c'est le minimum requis pour dire que ce site web est un site qui est important, qui attire le citoyen, qui est à jour, qui contient une information pertinente. Et peut-être l'idée aujourd'hui, c'est d'ajouter le critère du fait que est-ce que le site assure l'archivage électronique. Donc on peut l'ajouter comme un critère pour dire que le site web du gouvernement, ça, il assure donc le fait qu'il est archivé, par exemple, où il archive les contenus pertinents dans le site. Donc c'est le modèle de la grille d'évaluation. En fait, c'est un fichier Excel dans lequel on trouve les 13 critères, les 13 familles de critères et les 140 critères. Donc, et à travers cette grille d'évaluation, on a par la suite des pourcentages pour chaque famille de critères. Donc on peut évaluer chaque ministère, l'importance de, par exemple, ce ministère pour les outils participatifs. Est-ce qu'il offre, par exemple, à travers le site web des outils participatifs, est-ce qu'il offre l'information, est-ce qu'il est attractif pour le citoyen? Donc on évalue toute cette évaluation et on fait une comparaison entre les ministères. Aussi, on fait le recensement donc, des sites web du gouvernement, donc quels sont les sites web du gouvernement avec les différents liens. Et aussi, donc, je rejoins l'idée de Heidi Jalib donc le matin, le fait que tous les ministères donc, sont couplés avec des pages Facebook.
Donc en fait, le fait de coupler chaque page du ministère, chaque site du ministère avec une page Facebook, c'est une recommandation pour les outils de participation. Mais il ne faut pas que ce soit un canal officiel, donc, ou bien pour annoncer les informations, parce que ce qui est officiel, c'est le site web. Donc le Facebook, c'est juste pour animer ou pour augmenter le fait que c'est un nouveau canal de communication, mais tout simplement, il doit garder l'aspect communicatif, pas l'aspect qu'il soit la première source d'information ou l'outil informationnel. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vous remercie et j'espère que ça soit utile. Et je suis là pour plusieurs questions ou pour laisser mes remerciements pour avoir penché à ce sujet assez si important. Donc, Madame Awad Framli, je suis directeur à l'Agence nationale de la sécurité, directeur de l'audit de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. C'est l'Agence nationale de la sécurité informatique. Un petit mot pour l'ANSI, pour ceux qui ne connaissent pas l'agence. Donc, l'Agence nationale de la sécurité informatique assure le contrôle général. Elle assure le contrôle général sur la sécurité des systèmes d'information nationaux, c'est-à-dire publics et privés. Donc, elle joue un rôle proactif dans le sens où proactif, préventif, c'est-à-dire qu'on prévient les risques de sécurité sur les systèmes d'information. Très bien. Comme j'ai dit, donc, un rôle proactif dans le sens qu'on veille sur les risques cybernétiques pour le cyberespace national, c'est-à-dire on veille sur les menaces qui peuvent impacter le cyberespace national. Aussi, on travaille à mettre en place des normes de sécurité, des normes internationales. On travaille à les personnaliser, à les adapter les systèmes au contexte national pour les adopter. On fait de la formation, du développement des compétences tunisiennes pour œuvrer à renforcer le niveau de sécurité du système d'information nationaux. Aussi, on fait de la sensibilisation pour différentes catégories, y compris les parents, les enfants, les étudiants, les élèves et tout. Donc tout ce rôle proactif par rapport au site web, on vérifie entre autres la disponibilité des sites web gouvernementaux, on vérifie aussi l'intégrité des sites web gouvernementaux, on dispose d'une solution nationale sur tous les sites web gouvernementaux, une veille instantanée pour vérifier si le site web est disponible ou pas et si le site web il est intègre ou pas, il a été touché en termes d'intégrité. Sur le volet détection, aussi on travaille sur la détection précoce des événements qui touchent le cyberespace national et qui touchent la partie apparente du cyberespace national, et si je dis la partie apparente, c'est-à-dire les sites web, et la partie cachée de l'iceberg, qui sont des systèmes d'information, le backbone des systèmes d'information nationaux. Et dans ce sens, on a installé des sondes au niveau des systèmes d'information critiques, nationaux critiques. Ces sondes nous donnent la température au niveau des systèmes d'information, de ces systèmes d'information critiques, entre autres les systèmes qui disposent de sites web. Surtout on met le focus sur les systèmes qui offrent des services en ligne pour le citoyen. Pour les sites web statiques, ils sont ou qui offrent de l'information, ils sont certes importants, mais ils sont classés et ils ont moins d'importance pour nous. Donc c'est le volet détection, c'est-à-dire détection des événements de sécurité. Le volet réaction, c'est-à-dire on réagit. S'il y a des événements qui sont sérieux, et si je dis événements de sécurité, c'est-à-dire une indisponibilité du site web qui est due à une compromission ou bien un événement malveillant, donc on réagit surtout en termes d'investigation sur incident, en termes de forensics, et en termes de récupération des données. C'est-à-dire on intervient pour le recouvrement et la récupération des données en cas d'attaque sur un serveur quelconque. Donc, en gros, c'est une émission de l'ANSI. Et notre préoccupation, notre grande préoccupation, c'est comment préserver l'intégrité de la donnée, la disponibilité de
de la donnée, du service en général, et la confidentialité de la donnée. Donc, intégrité, disponibilité et confidentialité des données. Et là, on parle des systèmes d'information nationaux, c'est-à-dire de la partie infrastructure qui supporte l'information. Et si je dis infrastructure, c'est-à-dire les réseaux, les systèmes, les bases de données, toute cette infrastructure, plus la donnée qui est toujours plus concrète pour l'utilisateur final, pour nous. Donc, et si je dis données, c'est le patrimoine informationnel de l'institution publique. Là, le grand souci et la grande préoccupation, c'est la délimitation du patrimoine informationnel de l'institution. C'est-à-dire, aujourd'hui, et je témoigne en personne cette grande problématique, c'est que les entreprises publiques ou les organismes publics ne savent pas les limites ou ne maîtrisent pas les limites de leur patrimoine informationnel. C'est à l'occasion de missions d'investigation ou de missions d'audit ou d'études qu'on découvre qu'il y a des données qui sont en dehors de leur maîtrise, en dehors de leurs soucis. Donc la première préoccupation, c'est la délimitation du périmètre, et on doit d'abord connaître ce qu'on a pour pouvoir le sécuriser. D'abord, il faut inventorier les données, connaître nos données, valoriser nos données. Et là, je vais parler d'un projet que nous avons réalisé, d'une étude que nous avons réalisée dans ce sens, c'est la classification des données publiques. On ne peut pas sécuriser tout. Il y a une prolifération des données, une explosion des données au niveau des organismes publics. Donc cette explosion des données fait qu'il est impossible de sécuriser tout. Il faut savoir classifier pour pouvoir maîtriser. Et la classification des données publiques a débouché, il y a une étude qui a débouché sur une classification à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le top secret. Le deuxième niveau, c'est les secrets. Le troisième niveau, c'est le protégé. Et là, on parle de données qui sont à caractère personnel ou bien qui relèvent de la propriété intellectuelle. Et la grande masse de données, c'est les données publiques. Les données publiques, c'est-à-dire les données qui sont accessibles au grand public. Et c'est là où on parle de sites web, d'informations, de données qui sont à la portée et qui sont accessibles pour monsieur tout le monde. Donc, si on dit public, ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas être protégés. Au contraire, ces données, parce qu'ils sont exposés à tout le monde, on doit fournir on doit garantir leur disponibilité. Ils doivent être disponibles, ils doivent être intégrés pour ne pas donner des informations avérées à tout le monde. Je viens de couvrir le tour, donc je reste disponible pour toute information. Alors, merci beaucoup.